Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Vert, dans les Landes, pour rencontrer Cécile Chéry, productrice d'asperges et de patates douces. Cécile était journaliste et après sa rencontre avec Laurent, elle décide de le rejoindre sur l'exploitation. Avec Cécile, on a bien entendu parler d'asperges, un des produits phares des Landes. Elle nous parle aussi de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour les ramasser et de la nécessité de faire appel à des saisonniers étrangers avec toute la richesse culturelle que cela implique. On a également parlé avec émotion, vous le verrez, des difficultés qu'ils ont rencontrées pendant le confinement du mois de mars, pleine saison de l'asperge. J'ai été très heureuse de rencontrer Cécile. On sent chez elle beaucoup de gentillesse et d'ouverture d'esprit. Son pragmatisme et son bon sens m'ont également marqué. Un problème, une solution. Avec Cécile, c'est pas plus compliqué que ça. Bonne écoute! Bonjour Cécile. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation à Vert, dans les Landes. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors on est dans un charmant village qui s'appelle Vert, qui se trouve donc à 30 km au nord de Mont-de-Marsan, dans la forêt landaise, dans le parc naturel des Landes de Gascogne. Et notre exploitation donc, fait 35 hectares et est essentiellement tournée sur l'asperge en vente directe, les patates douces et 2 gîtes ruraux. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussée à devenir agricultrice et à t'investir dans l'agriculture ? J'ai rencontré mon mari, j'étais moi-même journaliste et il avait des choses passionnantes à raconter et je suis revenue et je suis restée. Une reconversion du coup ? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, je suis installée depuis 2008. À l'époque, il avait essentiellement du maïs. Et pour créer mon emploi, en fait, on a développé l'atelier asperges. Mais dans l'idée, très vite, de tout vendre en direct pour gagner en liberté, pour faire ce qu'on voulait faire. Voilà, donc on a commencé par ça. On a aussi créé à ce moment-là 2 gîtes ruraux dans une grange de l'Érial qu'on ne pouvait pas utiliser parce que c'était pas un bâtiment agricole exploitable, on ne pouvait pas y ranger de matériel, etc. Donc c'était par contre tout à fait adapté pour faire des gîtes. Donc on a fait 2 gîtes ruraux en éco-gîte, avec le label éco-gîte, tout en Pays des Landes, qu'on a fait nous-mêmes. Très bien. Et pour commencer par l'asperge, parce qu'on est dans les Landes, est-ce que c'est quand même un produit phare landais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'asperge, comment elle pousse ? On a l'impression que c'est un bâton qui sort de terre comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, alors en fait c'est une griffe, donc c'est un amas de racines qu'on plante, c'est une plantation pérenne, donc ça dure 10-12 ans. Jusqu'à 15 ans même, selon la nature des sols, des fois ça peut durer jusqu'à 15 ans. Nous, on a réussi à les garder 12 ans la dernière fois. Donc on les plante et de cet amas de racines, et chaque pied donne à peu près 16 turions, donc 16 asperges. Donc la récolte qui a lieu, donc qui démarre à peu près au mois de mars, consiste à cueillir ces turions au fur et à mesure où ils poussent, en prenant soin de ne pas tous les récolter, de manière à préserver la plantation. Donc en fait, l'asperge, si on la laisse sous terre et que tu la ramasses pas, ça devient un buisson. Voilà. Et en fait, le haut de l'asperge qu'on voit, en fait, c'est un bourgeon finalement. C'est ça. En fait, l'asperge, c'est un bourgeon. C'est un bourgeon qui grandit et la tête de l'asperge, ce n'est autre que les branches qui vont se déployer dès l'instant où on la laisse pousser en plein soleil. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On est au milieu de tes champs d'asperges. Laurent, ton mari, il travaille. Qu'est-ce qui se passe sur l'asperge là en ce moment ? Alors là, sur l'asperge, rien. Elle est en train de faner. On est en fin de cycle. Donc là, elle va décliner gentiment encore pendant 15 jours. Et quand elle sera complètement fanée, on va broyer la végétation, défaire la butte. Avant de défaire la butte, on enlève le goutte à goutte parce que c'est irrigué en goutte à goutte. Et on va laisser le froid de l'hiver faire son œuvre parce qu'il faut que la température baisse pour que la plante rentre en dormance et gagne en vigueur pour le printemps prochain. Donc ça, c'est les asperges. En fait, maintenant, il n'y a plus trop de travail. Là, il est en train de passer sur les patates douces qu'on vient juste de finir de ramasser. Donc, il est en train de préparer le sol pour semer la prairie.
Et la patate douce, c'était quoi? C'est que l'asperge, c'est très saisonnier finalement. C'est une production qui dure 3 mois. Ouais. C'était une volonté de se diversifier? Voilà, en fait, l'asperge, c'est une production nous, qui nous éclate bien parce que c'est vraiment très plaisant. Donc avec un gros pic d'activité mars, avril, mai avec la récolte. Ici, on embauche 13 personnes pour travailler avec nous parce qu'on est tout en vente directe. Donc on conditionne, on expédie, on a un système de livraison, etc. Mais effectivement, on a 4 hectares et cela ne nous permettait pas complètement de dégager nos revenus. Et il faudrait qu'on plante, pour être plus à l'aise, un peu plus d'asperges, 1 hectare ou 2 de plus. Mais en même temps, ça nous fait un peu peur parce que ça veut dire embaucher encore plus de monde, trouver encore plus de clients. Et moi, ça m'effraie un peu parce qu'on a envie de rester dans une dimension un petit peu familiale. Un peu... Et voilà, et donc on se voyait pas... on touche à nos limites, quoi. Si on veut pouvoir avoir une relation encore sympa avec les gens, de bien les connaître, parce qu'en plus maintenant on accueille des jeunes en habitat mobile. Ils sont en camping-car aménagé, donc on les accueille ici sur les Riales. Voilà, il faut pas qu'on soit non plus trop nombreux pour que ça reste sympa, quoi. Là cette année, ça a été vraiment une année géniale. On a eu une équipe formidable qui en plus a été renforcée par le contexte du confinement qui a été tellement particulier et on a vraiment envie de garder cet esprit familial petit. Et donc voilà, on veut pas développer les asperges, mais par contre, voilà, on a découvert que la patate douce se plaisait dans les sables des Landes. Et la patate douce a l'immense avantage d'être donc la récolte au mois d'octobre, complètement à l'opposé des asperges. Et on peut utiliser les mêmes installations que les asperges, c'est-à-dire qu'on utilise la même chaîne de tri et de lavage. On utilise les chambres froides qu'on transforme en chambres chaudes parce que les patates douces, il faut les passer dans une étape, dans une chambre chaude. En fait, on reproduit le climat tropical pendant une dizaine de jours. D'accord. Pour que l'amidon se transforme en sucre et pour que la patate se conserve. Voilà, donc c'était une production qui permettait d'optimiser les investissements qu'on avait. C'était complémentaire. Ouais. Parfait. Et tu parlais de sable des Landes, c'est quand même une des spécificités d'ici et c'est pour ça qu'on fait d'aussi bonnes asperges. Non, ça a un impact sur le goût à la fin. Ouais, alors c'est vrai que l'asperge des sables, elle est sucrée. Elle a un petit goût sucré. Elle n'a pas l'amertume qui se trouve dans d'autres terroirs. Alors, je suis à l'aise pour dire ça parce que j'en connais pas d'autres, mais c'est ce que nous disent nos clients, quelques clients sur Paris et qui ne jurent que par l'asperge des sables des Landes. Et bon, on veut bien les croire, quoi. C'est clair. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, puisqu'à chaque fois, avant de venir, je demande sur Instagram et sur Facebook ce qu'ils aimeraient savoir. Et c'est Elodie qui te demande quelle est la différence entre les asperges blanches, vertes et violettes. Mais en fait, c'est simplement elle a vu le soleil. L'asperge verte et violette a vu le soleil. C'est-à-dire que c'est la photosynthèse, en fait, qui donne le pigment à la chair de l'asperge. D'accord. Alors que l'asperge blanche, elle reste dans le sol jusqu'à la récolte. Et il faut absolument qu'elle reste dans le sol. Donc on met des bâches noires qu'on soulève juste au moment de la récolte et qu'on remet aussitôt pour éviter que les suivantes puissent voir le soleil. Parce que c'est un critère de qualité. Plus l'asperge est blanche, plus de qualité. Disons qu'en fait, l'asperge vraiment blanche a un goût totalement différent. Dès l'instant où elle prend un peu de couleur, le goût change. Il s'accentue en fait. D'accord. Le goût s'accentue avec la couleur. Mais ce qui fait qu'au moment du ramassage, c'est hyper serré, non? Le temps de... Enfin, faut pas se louper sur la date de récolte parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, l'asperge, elle pointe quand même le bout de son nez. Alors, en fait, on les piste. Donc, à partir du moment où on bute les asperges au mois de janvier et à partir de là, on les surveille. On y va. À partir du début février, on commence à suivre les premières qui sortent. Et dès qu'elles commencent à sortir, il faut passer parce que dès qu'elles sont sorties, il faut absolument les cueillir. Sinon, ça ne le fait pas. Okay. Et quand je préparais l'interview, j'ai vu quelque chose que tu as dit qui m'a un peu interpellée. C'est Mère Nature, c'est la patronne, c'est elle qui décide. Tu as vraiment l'impression que la nature, finalement, c'est ta chef et c'est elle qui te guide dans ton quotidien? Ah ouais. Alors cette année, elle nous a pas fait de cadeau parce que on a démarré le 17 février. C'est un truc de fou, quoi. Il a fait tellement chaud et là, du coup, on n'a pas d'autre choix. Il faut y aller, il faut mobiliser les troupes et puis on y va. Au même titre qu'on va avoir un gros coup de froid, par exemple. On a toujours un coup de froid fin mars, début avril. Et là, j'ai la production qui s'arrête. Donc il faut arrêter les clients, il faut décommander. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Ouais, c'est elle qui te rythme. Ouais, les clients peuvent râler. Oui, mais j'ai plus de camelote, donc c'est comme ça.
Parfait. Bon, écoute, je te propose qu'on poursuive à l'intérieur puisque Laurent arrive avec le tracteur, donc on va lui laisser la place. Et on parlera de tout ce qui est main-d'œuvre, impact du Covid, la main-d'œuvre saisonnière dont tu as besoin et dont tu as un peu parlé. À tout de suite. Bon, nous voilà sur la terrasse de l'Écogîte. On est très bien avec vue sur les champs d'asperges. Je voulais revenir avec toi sur le sujet du Covid, puisque mine de rien, j'ai l'impression que l'asperge a été très impactée. C'est tombé finalement en pleine saison de l'asperge. Ça a été terrible. Depuis, en fait, nous... depuis qu'on fait de l'asperge, c'est-à-dire depuis 2008, chaque année, on est confronté à des difficultés et chaque année, on met en place ce qu'il faut pour éliminer les difficultés. Donc, on a appris à déléguer, on a à chaque fois mis en place des systèmes et c'est toujours une période de toute façon stressante. Mais alors là, on s'attendait pas à ça. Vraiment, on n'avait pas pu... Jamais on aurait pu imaginer comme ça perdre en 24 heures 50% de nos débouchés. Et là, c'est la panique. Parce que les asperges, j'en suis encore émue. Parce que, en fait, l'asperge, elle pousse tout le temps, quoi. Et les frigos se remplissaient, pardon. Tu vois, c'est fou comme... mais et puis c'est vrai que la France a découvert l'asperge et la fraise, notamment à ce moment-là, parce qu'on a énormément parlé de ces deux productions-là. Donc finalement, la fraise, on en entend parler, mais l'asperge, pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il a fallu s'organiser. Donc, c'est ça, en fait, c'est un légume qui ne se conserve pas. Et on peut pas lui dire d'arrêter, quoi. Enfin, donc, il y a plein d'agriculteurs. Alors, donc, du coup, nous, on s'est retrouvés là, à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, on a acquis l'idée qu'on serait peut-être obligé d'arrêter. On s'est dit, si on n'a plus de marché, il faut qu'on arrête parce qu'on peut pas éternellement ramasser et puis tout jeter. Enfin, on avait des salariés et tout, donc on est allé voir notre équipe de saisonniers et on leur a dit que ça risquait de s'arrêter du jour au lendemain, qu'on allait essayer de faire le maximum pour tout vendre, mais qu'on était sûr de rien. Et donc, on a des techniques, c'est-à-dire qu'on a des bâches noires pour tenir les buttes au noir, mais aussi des plastiques thermiques pour chauffer les buttes, pour booster la production. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est enlever les plastiques thermiques, mettre sur plastique blanc, c'est-à-dire qu'on retourne le plastique noir sur une face blanche pour refroidir la butte, pour essayer de ralentir au maximum la production. Donc, on a commencé par ça, en se disant, mais peut-être qu'après, on va réussir à passer le cap. Et en même temps, il y a eu un refroidissement des températures. Donc, la nature a joué avec nous. Et là, on s'est dit, on va essayer de vendre comme ça. Et à ce moment-là, là, c'était l'énergie du désespoir. On se débrouille comme on peut. À partir du moment où on avait acquis l'idée qu'on serait peut-être obligé d'arrêter, on s'est dit, on va tout donner pour essayer de continuer. Les débouchés que tu as perdus, les 50%, c'était quoi ? Parce que tu fais beaucoup de ventes directes. Du coup, c'était les magasins, les restaurants ? Alors, c'était les restaurants. Toute la vente à la ferme. Nous, on fait 30% de notre volume à la ferme. Tout ça, ça s'est effondré. J'ai une vente aussi assez importante par Colissimo. On a une vente en ligne sur notre site internet. La poste ne fonctionnait plus. Je me suis pointée à la poste avec 15 colis. On me dit non, mais la poste ne marche plus pendant le confinement, c'est fini. Donc, tout déballé. Pas à ça. Donc, tout déballé, rembourser les clients. Une palette qui était prête à partir à Paris, elle ne part plus, puisqu'on a vu un appel le matin même en disant nous, on est au chômage technique, on arrête tout, tu gardes ta palette. On défait tout. Et en fait, pour nous sauver, on a fait un appel sur Facebook, on a fait un post en disant qu'on organisait une vente sauvage sur un parking de boulangerie à Mont-de-Marsan, en croisant les doigts que les flics ne repèrent pas le poste et ne nous empêchent pas de le faire, parce que c'était ça notre inquiétude. C'était vraiment un système D. Ouais. Et là, on demandait aux gens de passer commande en commentaire. On n'avait pas d'autre solution à ce moment-là, on faisait à l'arrache, quoi. Et à partir de là, mais alors c'est parti, mais comme... Les gens ont soutenu les agriculteurs à ce moment-là. Quand même. Et puis ça c'est su. Et alors un post a fait 80 000 vues, quoi. Ah ouais. Ah non, mais ça a été phénoménal. Et du coup, on a été contactés. Sauvé par Facebook presque. Exactement. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, finalement, on n'arrête pas de dire que Facebook, c'est des amis virtuels. Et bien là, les amis virtuels se sont transformés en vrais amis, quoi. Ouais. Ils nous ont sauvé la ferme, clairement. Et après, on a eu plein d'appels de particuliers qui ont vu le post, qui étaient un peu loin, qui disaient, mais on aimerait bien, nous, avoir vos asperges, comment on peut faire ? Et alors là, de suite, nous, on a mis en place des systèmes de livraison. On disait aux gens, trouvez-nous 100 kilos de commandes, vos voisins, vos amis, vos collègues, et on vous livre. Et alors, ce qui était super, c'est que comme les gens étaient confinés chez eux, ils étaient à notre disposition. C'est-à-dire que je pouvais les livrer quand ça m'arrangeait et au moment où je voulais. Donc ça, c'était confortable pour moi. Du coup, j'ai pu commencer à refaire des plannings de livraison et essayer de faire des tournées un peu rentables, quoi. C'est-à-dire que quand j'allais livrer l'Hendaye, je me débrouillais pour développer un réseau sur Bayonne avant et un peu avant Dax, et on a essayé d'optimiser comme ça. D'accord. Bon, et j'ai vu qu'après le parking sauvage, ça a plus marché, non ? Comme on avait dû arrêter. C'est ça. En fait, au bout de 3 semaines, on était totalement débordés. Surtout que
nos clients habituels, donc les petits commerçants qu'on livrait sur Pau, alors eux, ça a explosé aussi. Ils ont multiplié par 4-5 leurs commandes. Et donc, du coup, j'arrivais plus à tout fournir. Donc, j'ai arrêté ce qui me coûtait le plus en temps, ce qui était cette vente sauvage, parce qu'il fallait faire des poches de 2 kilos. Quand il faut faire 400 kilos en poche de 2 kilos, ça fait du monde, quoi. Et ça fait beaucoup de Donc, j'ai été obligée d'arrêter. On n'arrivait plus à fournir tout le monde. Et donc, voilà. Mais ça nous a sauvé la mise. L'ascenseur émotionnel, quoi. Alors, oh là là, on va fermer la ferme et tout d'un coup, merde, voilà. On ne peut plus faire face à et donc, toute la demande. on est passé de la phase où on s'est dit, bon, va peut-être falloir tout arrêter et donc vendre la ferme parce que pas de revenus. Nous, c'est notre revenu. On fait le revenu en 2 mois, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui se serait passé si toutes les asperges étaient restées dans le champ? Vous pouvez pas voir venir un an sans récolte. C'est trop tendu. Alors là, c'était la cata. Enfin, Laurent, lui, avait acquis l'idée que certainement il faudrait lâcher du lest, vendre des choses. Lui, il avait déjà intégré ça. Moi, j'avais toujours dit, bon, si on a un pépin sur les asperges, puisque quand même on est dans une situation de toute façon fragile, on se prend une grêle l'été sur les asperges, c'est pareil, on perd en revenu l'année suivante. Bon, on avait acquis l'idée que, ma foi, l'hiver, je repartirais travailler dans une usine par là pour faire bouillir la marmite si besoin. Mais à la limite, ce serait moindre mal. Enfin, je veux dire, pourvu qu'on garde l'outil de travail. Mais ça, c'est pas arrivé. Donc, on est passé de cette phase où on a cru qu'on perdait tout à la phase où on s'est dit, bon, allez, ce soir, et on se couchait tous les soirs, on se dit, ce soir, le frigo est vide. Super, ce soir. Et on a avancé comme ça. Le frigo avait les asperges, pas votre frigo à vous. Oui, pardon, c'est ça, la chambre froide. La chambre froide est vide, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, mais ça repousse d'autant. Ça veut dire qu'on n'arrête pas cette semaine, ça veut dire qu'on n'arrête pas la semaine prochaine. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, peut-être que finalement, on va réussir à finir. Et on a réussi. Super. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, un producteur d'asperges, ça gagne bien sa vie? Oui. En fait, il faut être un excellent gestionnaire. Chez nous, ça fonctionne parce qu'on est 2 à travailler, qu'on est en vente directe et que moi, je suis totalement dédiée à la commercialisation. Laurent s'occupe de toute la partie technique et moi, je suis sur toute la partie communication et commercialisation. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, chez nous, voilà, on peut vivre de l'asperge parce qu'on a réussi à mettre en place ce fonctionnement-là. D'accord. Et pourquoi vous avez fait le choix de faire tout en vente directe? Parce que vous auriez pu décider de passer par des grandes surfaces ou des circuits spécialisés. Pourquoi tout en vente directe? C'est du travail supplémentaire aussi quand même. Clairement. Après, moi, je me suis installée sur la ferme. C'était aussi dans l'idée de m'éclater dans une vente directe avec du lien avec des clients, avec l'envie d'amener un produit au bout. Et Laurent aussi avait cette frustration-là. Avant, il était que producteur de maïs. Et il disait, finalement, je produis du maïs pour le marché mondial, quoi. Bof. Pour les coopératives, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Si ce n'est que, alors lui, il adore l'agriculture. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup. Mais avec les années passant, finalement, on se pose la question sur le sens de notre travail. Et moi, c'est vrai que je quittais un boulot de journaliste où je côtoyais beaucoup de monde. On en parlera après. Voilà. Et j'avais envie de retrouver un métier où je côtoie du monde. Donc, c'est les clients pendant les asperges, c'est les clients de nos gîtes, et maintenant les clients l'hiver aussi pour les patates douces. Et c'est riche, c'est chouette comme relationnel. Parce qu'en fait, on brasse du plaisir. Les asperges, c'est fou. C'est un légume qui... C'est étonnant d'ailleurs. C'est un légume, c'est le premier légume de printemps. Et il y a une frénésie. Vraiment, les gens attendent l'asperge. Ouais. Et on a l'impression de leur faire un cadeau à leur livrer des asperges. Et c'est vraiment super, quoi. Et c'est vraiment très plaisant. Tu le disais avant, vous faisiez du maïs. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez abandonné cette partie-là? Comment ça s'est passé? Quand je me suis installée donc en 2008, on a commencé les asperges et donc on a bien développé la vente directe et vraiment on se rendait compte que ça nous éclatait bien, autant Laurent que moi, y compris sur le plan technique. Laurent trouve la production vraiment très intéressante, mais il arrivait à un moment donné, quand il fallait semer le maïs, on s'en sortait plus, quoi, parce que Laurent donc partait au semis de maïs. Moi, du coup, je me retrouvais toute seule à gérer le chantier de récolte des asperges plus la commercialisation et j'arrivais pas à tout faire et du coup on faisait tout le mal et vraiment on n'était pas à l'aise, quoi. Et donc du coup on a décidé d'abandonner le maïs pour se consacrer pleinement aux asperges. Du coup l'exploitation est passée de 110 hectares à 35. Ah ouais, quand même. Et vous avez pas eu peur? Parce que j'ai l'impression comme ça de l'extérieur sans rien y connaître, mais que c'est assez courageux comme choix parce que c'est quand même faire une croix sur des revenus. Vous y êtes retrouvés après finalement? C'est un pari sur l'avenir, ouais, qu'on fait effectivement. On fragilise l'exploitation parce que finalement il y a moins de diversification. Ça c'est vrai. Mais c'est un risque qu'on assume. Bon, jusqu'à maintenant ça nous a plutôt bien réussi.
Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, si on se prend la grêle l'été sur les asperges, ça veut dire qu'il y aura forcément un impact sur la récolte de l'année, du printemps suivant. Et effectivement, vu que c'est l'essentiel de notre revenu, c'est problématique. Mais on s'était dit qu'on verrait les choses au jour le jour. On est plutôt du genre confiant dans la vie, quoi. Et puis qu'après tout, s'il y avait besoin pour aller faire bouillir la marmite, repartir travailler à l'extérieur, je dirais ici, il y a des usines qui fonctionnent, des usines de légumes, de foie gras, il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Je veux dire, si c'est pour quelques mois passer un cap difficile, moi, ça me pose aucun problème de repartir si besoin, quoi. Bah, c'est courageux quand même, je confirme. Et je reviens un peu sur le Covid, parce que finalement, ça a eu plein d'impacts. Et on s'est aussi aperçu de notre dépendance à la main-d'œuvre agricole étrangère, puisqu'il y a eu pas mal d'articles sur le fait que les gens étaient restés coincés à l'extérieur des frontières, comment on allait faire pour ramasser les récoltes. Toi, sur ton produit, l'asperge qui est très saisonnier, vous faites appel à de la main-d'œuvre, tu nous disais, oui. Tu peux nous raconter Alors, jusqu'à maintenant, on arrivait à trouver, on est une petite équipe, donc vous voyez 12 personnes, on arrivait à trouver les gens étaient tous du coin, tous du secteur. Et puis les années passant, on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent venir travailler chez nous. Par contre, on fait de plus en plus du coup appel à une main-d'œuvre de saisonniers en habitat mobile. Ce sont des jeunes qui font ce choix de vie, de vivre dans leur camion et de passer d'exploitation en exploitation. Et donc cette année, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils sont arrivés une semaine avant le confinement. Ah oui. Donc l'équipe était complète une semaine avant le confinement et ça a été notre chance. Et ils sont arrivés d'où ? Alors, il y en a qui sont du Portugal. Ils arrivaient de partout en France. Ils travaillent tous en France. Et je pense notamment à un couple qui est une famille nomade parce qu'ils ont une petite fille avec eux. D'accord. Voilà, qui scolarise là où ils sont, en fait. Et donc, ils sont restés... Donc là, l'année dernière, elle était encore toute petite. Elle n'avait pas encore besoin d'école. Mais à partir de cette année, elle sera inscrite ici à l'école de Vers parce qu'ils ont bien l'intention de revenir. Et elle sera scolarisée. En fait, je pense qu'ils seront là l'équivalent de 3-4 mois. Et elle sera là à l'école. Okay. Et je crois que tu avais aussi des Espagnols et des Slovaques, non ? Oui, voilà. Dans le lot, il y avait un Slovaque, il y avait des Portugais. Espagnol, c'était l'année dernière. C'était l'année d'avant. Voilà, ouais. Et du coup, ça fait une joyeuse équipe, quoi. Ouais. Et en fait, c'est des jeunes vachement intéressants. Alors, très fêtards. Ça, faut le savoir. Vous n'êtes pas ennuyés pendant le confinement, non, pas au moins du tout. vous. Du coup, ils étaient en plus confinés chez nous, donc pas moyen de bouger. Donc, ils étaient logés ici sur les Riales. On avait libéré la bergerie où on garde habituellement nos voitures et ils avaient, pour au moins qu'ils aient leur espace de vie là. Et ça a été très animé pendant tout le confinement. Et effectivement, on a tous été confinés ensemble finalement et ça a été très joyeux. Puis ça doit être enrichissant pour vous parce que c'est quand même des gens qui font de vrais choix de vie. C'est ça. Particuliers. Et bien ça interroge justement. Ouais. Ça interroge surtout cette petite famille nomade, ce couple-là en particulier avait tous les deux des carrières assez importantes en Suisse. Ils gagnaient très bien leur vie et ils se rendaient compte qu'ils avaient une vie à la con et qu'ils ne voyaient pas grandir leur fille et ils ont tout plaqué pour acheter un camping-car et ils sont partis sur les routes et voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'ils tournent et que pour rien au monde ils changeraient, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ça interroge sur la consommation, sur de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre. Voilà, c'est un choix de vie hyper minimaliste en fait. Complètement. Et un choix de liberté en fait. C'est vachement intéressant. C'est des jeunes qui font le choix de la liberté. C'est-à-dire que s'ils ne se plaisent pas à un endroit, ils s'en vont. Donc nous, agriculteurs, on a tout intérêt à bien les accueillir et à ce qu'ils se sentent bien chez nous. Parce que c'est vertueux. Nous, on a besoin de gens qualifiés et eux, ils ont besoin d'être bien reçus, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi eu des appels pendant le Covid à la main-d'œuvre à demander aux Français de venir aider dans les champs. Mais faut qu'on comprenne bien que ramasser les asperges, c'est aussi un savoir-faire. Moi, si je viens de t'aider, à mon avis, j'en ramasse pas beaucoup. Exactement. On a eu des demandes comme ça. On a eu des gens qui sont venus se présenter spontanément. Mais en fait, il faut au moins 2 jours de formation. Enfin, au moins 2 jours pour choper le coup de main. Et puis, en fait, c'est extrêmement physique et les gens tiendraient pas le coup. Et c'est vrai que ce public de saisonniers en habitat mobile sont habitués aux travaux physiques et c'est une chance pour nous. Ouais. Et est-ce que c'est cette difficulté du travail qui a fait que tu as eu de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre locale ? Oui, clairement. Ouais, les gens en fait venaient faire les asperges en attendant de trouver un autre job, quoi.
Alors on a deux nanas, hein, deux très chouettes nanas qui travaillent chez nous depuis 10 ans et qui adorent ça. La récolte des asperges, vraiment, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et en plus, elles sont hyper performantes. Et donc, ça fait 10 ans, elles, pour le coup, elles habitent dans le coin et qui viennent. Mais c'est les deux seules qui sont restées depuis. Ouais. C'est vrai qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, de la difficulté du travail dans les champs, et qu'on ait la chance d'avoir cette population souvent qui vient de l'étranger, notamment dans les fruits et les légumes. Je crois que c'est 80% de l'emploi agricole sur la filière fruits et légumes, et qu'on a les chances de les avoir parce que nous, Français, et moi la première d'ailleurs, aller désherber ou aller ramasser les asperges toute la journée, j'en serais pas capable. Ouais. Et donc il y a ce public de jeunes là qui se développe en habitat mobile. Le problème, c'est qu'ils sont mal vus en général. Alors, souvent les agriculteurs leur mettent à disposition un terrain, de l'eau pour au moins qu'ils puissent être tranquilles pendant la saison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tous les agriculteurs n'ont pas... parce que à partir du moment où les agriculteurs les accueillent chez eux, il faut obligatoirement leur mettre à disposition toilettes et douches, ce qui est le minimum. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas ces équipements-là, légalement, n'ont pas le droit de les recevoir. Donc du coup, les saisonniers partent dormir à droite, à gauche comme ils peuvent, ils se font virer parce qu'ils sont toujours malvenus, ils se font toujours virer là où ils sont. Et pour revenir de la journée travailler chez l'agriculteur, c'est compliqué, quoi. Oui. Aujourd'hui, il faudrait qu'en fait les agriculteurs s'équipent tous de ce genre de sanitaire, quoi, pour pouvoir accueillir décemment en fait ce public-là. Ouais. Et pour terminer sur la difficulté du travail dans les champs, tu me racontais qu'à un moment tu avais essayé de désherber les buttes d'asperges à la main, et que finalement tu as dû renoncer. Oui, c'est ça. C'était au début de la plantation. On a désherbé mécaniquement tout ce qu'on pouvait, mais après il y avait toute la partie qui n'était pas accessible par les outils sur la butte des asperges qu'il a fallu désherber à la main. Parce que les asperges, c'est des rangées de buttes en fait dans lesquelles on plante les asperges. Voilà, c'est ça. Et donc il faut désherber le long de la butte, là où l'outil passe pas. Donc du coup, on passe à la main. Et donc le premier jour, on embauche 7 personnes, des gens du coin. Le lendemain, on n'en a plus que 4. Et le surlendemain, on n'était plus que 2. Parce qu'en fait, c'est un boulot de chien, quoi. C'est vraiment très, très physique et donc personne ne veut faire ça. Ouais. Donc, à un moment donné, ça coince, quoi. Et c'est quand même à prendre en compte dans tout le débat autour des pesticides. C'est parce qu'on est tous d'accord de dire qu'il faut en utiliser le moins possible, mais le problème, c'est qu'à un moment... qui va avoir envie d'aller désherber les genoux au sol, le dos cassé, et de ramasser brin d'herbe après brin d'herbe pour enlever tout ça, quoi. Voilà, c'est toute la difficulté de ce débat-là, c'est qu'en fait les gens qui ont des grandes idées sur les phytosanitaires ou les pesticides, en fait ils connaissent pas la réalité du terrain, ils se rendent pas compte. Et question naïve, mais pourquoi on ramasse pas les asperges mécaniquement ? Pourquoi il n'y a pas une machine qui existe aussi pour ramasser les asperges comme ça et faciliter le travail et qui ait besoin de moins de main-d'œuvre ? Alors c'est à l'étude, ça fait des années qu'il y a des robots de récolte qui existent et qui sont à l'essai, qui donnent plus ou moins de résultats. Rien de très satisfaisant n'est encore sorti, mais ça viendra. Ça viendra, c'est évident. Mais du coup, le jour où ça existe, je pense qu'il n'y aura plus de petits producteurs comme nous, parce que ça voudra dire qu'on pourra faire des asperges à très très grande échelle, à mettre un robot de récolte qui fonctionnera 24 heures sur 24. Ça fera baisser les coûts. Et du coup, nous, on sera plus du tout compétitifs. Ouais. Nous, voilà, donc ça arrivera un jour, mais en tout cas pour nous, on a une exploitation trop petite pour utiliser ce genre de technologie-là, quoi. Et je change de sujet, mais donc toi, tu étais journaliste au départ et tu t'es complètement reconvertie. Quand même, aujourd'hui, quand on épouse un agriculteur, on épouse un travail, un mode de vie, on épouse tout finalement. Toi, t'as pas douté une seule fois de te dire allez, j'y vais ? Ah non, pas du tout, parce que je trouve que vivre et travailler au même endroit, c'est un luxe. Je trouve ça formidable. Bon, en plus, il se trouve que le cadre chez nous est plutôt sympathique. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens à Paris qui sont en télétravail dans leurs 20 mètres carrés. Je suis pas sûre qu'ils soient alignés avec ce que tu dis. Ouais, voilà. Ouais, alors que nous, ici, alors effectivement, du coup, tout est imbriqué, la vie personnelle, la vie professionnelle. Effectivement, on a le travail toujours sous les yeux, on voit toujours ce qu'il y a à faire. Mais après, je crois que ça relève d'un état d'esprit où nous, ça ne nous pose aucun problème. C'est-à-dire que Laurent adore, par exemple, faire du vélo.
il va partir faire du vélo en début d'après-midi de 2h à 5h et puis il va repartir dans son tracteur après. On est libre, on s'organise comme on veut. Moi, c'est pareil, j'aime beaucoup aller marcher, je m'adapte à la disponibilité de certaines de mes copines. Donc, moi, c'est plutôt le matin, entre 9h et 11h. Et voilà, je travaille un peu avant, je travaille un peu après. Tout est lié, en fait, et on se gère un petit peu comme on veut. Et je trouve que c'est un luxe incroyable. Ouais. Et vous avez l'occasion de partir en vacances quand même un peu ? Alors, c'est vrai qu'au début, où on était ensemble, on avait un peu plus les moyens à l'époque. Et les enfants n'étaient pas encore étudiants, etc. Et on a un petit peu bougé, on a fait quelques voyages. Mais j'avoue que je n'en ai plus envie, en fait. Est-ce que c'est la sagesse ? Je ne sais pas, mais j'en éprouve moins le besoin, je trouve que quand on a une vie équilibrée, quand on se sent bien là où on est, en fait, on a moins un besoin crucial de partir, quoi. Et tes enfants, le fait que vous soyez agriculteur, tu sens que ça transmet quelque chose auprès d'eux ? Oui, ma fille m'a dit un jour... Combien t'as d'enfants, pardon ? Alors nous, on est un couple recomposé, donc on a 3 enfants à tous les deux, mais on n'a pas eu d'enfants ensemble. Donc Laurent a une fille qui a aujourd'hui 23 ans aujourd'hui, la mienne vient de faire 22 ans et mon fils vient de faire 19 ans. D'accord. Voilà. Et ma fille m'a dit il y a quelques mois, elle dit mais c'est dingue, je suis en train de réaliser en fait que tous les soirs en rentrant de l'école, t'étais là. Elle m'a dit ça. C'est un grandissant quand on s'aperçoit de ça. Ouais, elle me dit en fait j'ai plein de copains, non, les parents ils rentraient tard le soir et tout. Et en fait toi t'étais tout le temps là. Alors après elle plus petite, elle voyait le côté négatif, c'est-à-dire que on avait un besoin d'un coup de main dans les asperges, hop, on les sollicitait, on les a toujours un petit peu sollicités et vraiment ça les gonflait quoi parce que ils trouvaient ça pénible. Ma fille elle dit un truc être enfant d'agriculteur, c'est être disponible à toute heure. C'est de l'esclavage. Mais bon, aujourd'hui, elle est à Paris et elle se dit que finalement, c'est pas mal quand même, le cadre de vie dans lequel on est. C'est sûr que ça amène à voir les choses différemment. Et ça veut dire qu'elle t'a vu, elle était assez grande quand finalement t'as fait ta reconversion. Oui. C'est un modèle aussi pour elle, non ? Oui. Dire, oui. Il n'y a pas qu'une vie et si ça me plaît pas, je peux changer un Exactement. moment. Et oui, le côté multifacette de l'activité professionnelle et même de faire plusieurs choses au sein d'un même métier, puisqu'elle voit que je suis à la fois au champ, les mains dans la terre, mais aussi devant mon ordinateur en train de faire de la communication commerciale quand je réponds à mes clients. Enfin, en fait, elle est plus interpellée par la dimension multifacette du métier. Et elle trouve ça très riche. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, c'est le premier truc qui m'a interpellée en rencontrant les agriculteurs. C'est le côté entrepreneur, en fait, de gérer 1001 choses. Et d'ailleurs, j'en ai fait un article sur le blog du podcast La Clé des Champs pour justement comparer les similitudes entre les deux métiers qui ont l'air pourtant très éloignés, mais qui ne sont pas si différents que ça finalement. Écoute, je vais passer aux questions de fin maintenant que je pose toujours. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'être agricultrice à toi ? Ce qui me rend fière, c'est quand je vois les gens super heureux de la qualité des produits que je leur vends. Et ça, je me dis quand même que nourrir les gens, c'est chouette, quoi. Et je l'ai encore plus ressenti pendant le confinement où les gens vraiment nous ont témoigné beaucoup de gratitude de venir de venir les livrer, de venir de les nourrir, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça touchant. Et ça m'a beaucoup plu et je trouve que ça donne encore plus de sens à mon métier. J'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens, c'est ça. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis ? Oui, alors apparemment, il semblerait que l'asperge en France, ça vient de Catherine de Médicis qui, en revenant d'Italie, a ramené l'asperge pour son mariage. Donc pour son repas de mariage. D'accord, voilà. Donc on lui doit le fait de se régaler aujourd'hui. Paraît-il. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter si on a une question, si on veut acheter tes asperges ? Alors on a un site internet en fait qui regroupe tout ça, erialdecécileetlaurent.com. Parfait. Bon, merci beaucoup Cécile pour ton accueil, je me suis régalée à faire l'interview et puis à très bientôt, bon après-midi. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.